Et bienvenue à Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va se questionner sur est-ce que la sexualité, c'est un besoin? Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir sur notre site les différents services et produits qu'on offre sur lesexologue.ca. Donc récemment, je suis passé sur l'émission, le podcast en fait de Sexe Oral, puis on parlait justement du sexe par pitié et tout ce que ça l'inclut. Et puis on a aussi discuté où j'ai formulé en fait que la sexualité c'était une forme de besoin. Certaines personnes ont davantage réagi à cette formulation-là parce que ça crée cette impression-là que la sexualité elle est nécessaire. Donc, j'aimerais peut-être justement répondre, clarifier un peu cette situation-là. Est-ce que la sexualité, c'est un besoin? De ma perspective, la réponse courte, c'est oui. Par contre, il faut amener toutes sortes de nuances quand on parle de besoin ici à l'égard de la sexualité. Et je vais peut-être aller à l'encontre de certains de mes collègues sexologues qui, eux, ont tendance à peut-être vouloir enlever l'aspect de besoin au niveau de la sexualité. Puis je vais emmener ma perspective par rapport à ça et ce sera à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc, quand on parle de besoins, on peut parler de besoins vitaux. Hein? Respirer, manger, dormir, boire, ce sont tous des besoins vitaux que si on ne répond pas à ces besoins-là, hein, on va mourir assez rapidement. Par contre, il y a aussi des besoins qui sont plus fondamentaux, mais qui ne sont pas nécessairement vitaux. Donc, on a des besoins, par exemple, de se sentir en sécurité, de se sentir aimé, de se sentir désiré, apprécié. On peut avoir des besoins, par exemple, où on a le besoin de propreté, d'hygiène, en fait, dans notre environnement. Donc, tous ces éléments-là, contrairement aux besoins vitaux comme boire, manger, elles se font généralement dans un contexte relationnel, du moins quand on parle ici de quand on est en couple. Donc, respirer, manger, c'est quelque chose qui est qu'on peut répondre par nous-mêmes, puis qui dépend de notre propre survie. Tandis qu'un besoin plus affectif ou sexuel, ou de propreté, ou de sécurité, ou de soutien, de compréhension, ça nécessite des aspects relationnels avec une autre personne, puis c'est des besoins qu'on va répondre à travers de d'autres personnes. On le sait aussi, les études le démontrent, que plusieurs de ces besoins-là, affectifs, relationnels, d'être aimé, n'ont pas un impact direct sur notre survie, mais elle peut augmenter ou diminuer en fait la longueur de la vie qu'on va avoir. Donc, on a toutes sortes de facteurs qui vont jouer, qui sont physiologiques, etc. Mais un des facteurs qui prolonge en fait la vie des gens, c'est d'être en relation avec des relations qui ne sont évidemment pas toxiques, des relations qui sont satisfaisantes, épanouissantes. Et plus on est bien entouré, pas nécessairement en quantité, mais en qualité, plus en fait, généralement, notre espérance de vie augmente. On a aussi fait des expériences un peu cruelles il y a plusieurs années où on a offert en fait beaucoup d'affection à des enfants, des nouveau-nés, puis très peu en fait de leurs besoins plus de base, là, manger, etc. Donc on leur fournissait de la nourriture, mais beaucoup moins. On leur donnait pas beaucoup de jouets et tout ça. On avait un autre groupe qui recevait tout ce qu'il avait besoin au plan matériel, mais très peu d'affection. Et on a regardé que le niveau de santé, en fait, était mieux dans ceux qui recevaient de l'affection et de l'amour, mais qui avaient moins les besoins plus ou les choses plus de base, là, comme la nourriture, etc. Tandis que ceux, en fait, qui ne recevaient très peu, en fait, d'affection, avaient une santé moins bonne. Donc, on voit effectivement que répondre à des besoins affectifs a un impact positif sur la santé. Il ne faut pas ici non plus confondre que parce que j'ai un besoin, qu'elle soit affectif, relationnel, sexuel, que mon ou ma partenaire doit y répondre. Donc ça, c'est très important que parce qu'on parle d'un besoin, ça ne nécessite pas qu'il y ait une obligation de l'autre personne d'y répondre. Par contre, la personne qui a ce besoin-là a un choix à faire en fonction de est-ce que je suis satisfait ou pas du fait que ce besoin-là n'est pas répondu. Donc, tout comme l'autre partenaire a le choix de ne pas y répondre, j'ai aussi le choix de vouloir rester ou pas dans cette relation-là, voir si ça me convient ou pas.
c'est important aussi que quand on a des besoins, peu importe qu'elles soient de propreté, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient affectives, qu'on n'utilise pas ça comme des menaces pour qu'on puisse y répondre à l'égard de notre partenaire. Ce n'est pas une façon de convaincre l'autre de répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'on peut parler de l'importance, la signification que ça a par rapport à nous, que ça nous amène à avoir des insatisfactions, à ne pas être satisfait dans notre couple? Oui, on peut l'exprimer. Après ça, ça reste à la liberté entière de l'autre personne de vouloir le prendre en considération ou pas, ou d'y répondre au niveau que cette personne-là veut y répondre. Mais il ne faut pas que ça soit utilisé en menace de comme « mais parce que tu ne fais pas ça, je vais te quitter ». C'est plus de nommer, d'exprimer en fait l'insatisfaction d'avoir certains besoins qui ne sont pas répondus comme étant un facteur qui peut effectivement nuire au rapprochement de la relation et qui peut potentiellement amener à une rupture. Il y a une différence entre présenter comment on se sent et les conséquences que ça peut amener versus le présenter en tant que menace pour amener l'autre à réagir à la menace, à la crainte, à l'insécurité, plutôt que d'aller chercher la compassion de l'autre personne et le soutien et le désir de travailler ensemble pour répondre à ces besoins-là. Là, parlons justement plus spécifiquement des besoins sexuels. En quoi je considère que ce sont des besoins et pas simplement des désirs. Donc, un besoin, c'est un élément qu'on va considérer pour certaines personnes comme étant essentiel, fondamental à leur satisfaction et leur désir de rester ou pas dans la relation. À divers degrés, ces besoins-là vont être répondus par l'autre partenaire et peuvent être en partie répondus par nous-mêmes. Il faut aussi distinguer la différence entre les besoins physiologiques de la sexualité et les besoins relationnels qui démanent de la sexualité. Donc, il est vrai que quelqu'un qui n'est pas actif dans sa sexualité et qui ressent ce besoin-là d'avoir une certaine activité ou des comportements sexuels peut vivre un certain inconfort, une irritabilité même, du fait que ces besoins-là ne soient pas répondus. Par contre, quand on parle au niveau purement physiologique, ces besoins-là, elles peuvent être répondus individuellement. On peut répondre à ces besoins-là physiologiques par nous-mêmes, à travers la masturbation, en s'imaginant des scénarios, un imaginaire érotique sexuel ou en regardant de la pornographie. Pour répondre à ces besoins-là, on va créer une excitation sexuelle, on va atteindre ou pas un orgasme qui va nous amener à libérer en fait la tension musculaire qui s'est accumulée et puis on va ressentir un bien-être. Ça permet de nous détendre. On connaît très bien les effets positifs sur la santé mentale de faire de la masturbation et même au niveau émotif de son propre bien-être, d'apprendre à se connaître à travers nos fantasmes, de ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Mais ça se répond tout seul. Mais il y a des choses dans la sexualité qui répond à des besoins plus relationnels. Donc, tout comme on a des besoins affectifs qui peuvent s'exprimer de différentes façons. Vous avez peut-être déjà entendu parler des différents langages de l'amour. Donc, il y a certaines personnes qui vont se sentir aimées, appréciées, qui vont démontrer leur affection et qui veulent recevoir de l'affection par le toucher. Ils aiment se coller, ils aiment recevoir des câlins, ils aiment se flatter, se caresser, se donner des massages, etc. Toute forme de caresse, toucher qu'on peut faire envers l'autre peut susciter une émotion d'amour, de sentiment affectif, amoureux, qu'on démontre ou qu'on reçoit de l'autre personne. Il y en a qui sont moins réactifs par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ils cherchent à avoir ça. Donc, c'est ce qui leur amène en fait une certaine forme de satisfaction dans leur couple. D'autres personnes, ça va être plus par les mots. Donc, soit des mots verbaux ou des choses écrites, des je t'aime, je te trouve beau, je te trouve belle, je te trouve intelligente, intelligent, j'apprécie ta présence. Donc, je vais affirmer l'affection que j'ai pour toi, les sentiments amoureux que j'ai pour toi. Et ça vient faire en sorte qu'on se sent bien. Il y a des gens qui vont avoir tendance à plus offrir des cadeaux. Donc, pas nécessairement juste dépenser de l'argent, mais des cadeaux qui sont significatifs à la personne à qui on les donne ou à qui les reçoit et à la relation, en fait, qu'on a ensemble. Donc, je ne vais pas juste t'acheter des bébelles que je sais que tu aimes, je vais t'acheter des choses que je sais qui vont te faire vivre une émotion positive, autre que j'ai juste bien choisi quelque chose, mais j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Donc, le fait que
je sens que mon partenaire a réfléchi à moi, a pensé à moi et a fait un choix judicieux qui va vraiment venir me toucher émotionnellement, ben ça fait en sorte que je vais me sentir aimé ou que le fait que je fais ce processus-là va faire en sorte que je vais démontrer mon amour, je vais exprimer mon amour à l'autre personne. D'autres personnes vont aimer de passer du temps ensemble. Donc, les gens qui vont se planifier des dates, qui vont aller à des activités, qui vont faire des choses ensemble, qui vont avoir des conversations profondes, un sur l'autre, ils vont apprendre à se connaître, ils vont passer du bon temps ensemble. C'est avoir du temps de qualité avec l'autre. Ces moments-là, pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils vont se sentir en amour un avec l'autre. D'autres, ils aiment ça se sentir utile, serviable. Donc, ils vont justement aller de l'avant et répondre à certains de vos désirs et besoins sans que vous les nommez nécessairement. Ils vont penser d'avance ou ils vont écouter ce que vous avez à dire, puis ils vont être serviables, ils vont être utiles en ce sens-là. Ils aiment ça justement, avoir quelqu'un qui est là pour supporter, pour alléger le quotidien avec différentes choses qu'on peut faire dans la journée. Donc ça vient répondre en fait à ce sentiment-là d'être apprécié par son partenaire et aussi le sentiment de vouloir l'exprimer. On peut avoir le besoin d'exprimer son amour, donc pas juste d'en recevoir, mais d'en donner. C'est important, si vous me connaissez un peu là, dans mon approche, c'est important d'être capable de s'aimer soi-même aussi. Donc l'amour, l'affection, la valeur qu'on s'accorde, elle passe évidemment en partie par les gens qui nous entourent, que ce soit nos amis, nos collègues, notre famille, notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants. Mais malgré que ça passe effectivement par eux, il faut que ça vienne aussi en partie de nous. Un moment donné, après avoir eu des gens qui nous entourent, qui nous apprécient, qui nous le démontrent, qu'on fait des actions aussi qui sont aimables, qui sont profitables pour les autres, eh bien, on peut développer une certaine solidité de notre valeur. Donc, notre valeur vient en partie de ce que les gens nous démontrent, mais aussi notre valeur doit venir de notre propre jugement, de notre propre historique, de qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que nous on apprécie, comment nous on se perçoit dans le monde. Donc, ça, c'est au niveau plus affectif. Et on peut facilement s'imaginer que si ces éléments-là n'étaient pas présents dans un couple, bien des gens, malgré que certaines personnes restent, bien des gens ne seraient pas satisfaits de cette relation-là et pourraient potentiellement quitter si aucun de ces éléments-là affectifs, romantiques, relationnels se retrouvait dans la relation de couple. Il y a des gens qui vont rester dans des relations qui sont insatisfaisantes. Mais ça n'enlève pas qu'elles sont insatisfaisantes. Il y a juste des gens qui ont une certaine dépendance ou une codépendance et vont rester dans des relations qui ne sont pas pleinement épanouissantes et pour toutes sortes de raisons décident de rester dans ces relations-là. Mais l'important, c'est qu'ils sont quand même insatisfaits. Ces besoins relationnels-là qui passent par des besoins affectifs ne sont pas présents et on ne se sent pas absolument convaincu de la satisfaction qu'on en retire. Mais il y a aussi des besoins qui sont sexuels. Donc, je ne parle pas ici des besoins sexuels physiologiques dont je faisais référence tantôt. Mais tout comme on veut se sentir apprécié au niveau de notre valeur affective amoureuse, bien des gens, hommes comme femmes, veulent aussi ressentir ça, mais dans la sphère de la sexualité. Puis c'est sûr qu'à travers la sexualité, on peut répondre à certains besoins qui sont affectifs. Donc, de se sentir aimé, on peut le ressentir à travers la sexualité. La sexualité, c'est une autre forme d'expression de l'amour, de l'affection, de l'importance, de la valeur et la signification qu'on peut exprimer à l'autre personne. Tout comme il y a des choses dans la sexualité qui ne répondent pas à des besoins qui sont affectifs. Donc, par exemple, le besoin de me sentir désiré. Tout comme le besoin de me sentir aimé, le besoin de me sentir désiré répond à un autre type de besoin. Il est similaire à se sentir aimé, mais se sentir désiré, attirant pour l'autre partenaire, qu'on se sente compétent, qu'on vive des expériences intimes de connexion profonde avec notre partenaire à travers la sexualité, se répond uniquement à travers la sexualité. Est-ce qu'on peut aller chercher des moments intimes et de profondeur à l'extérieur de la sexualité? Tout à fait, j'en ai donné des exemples tantôt. Mais il y a certains éléments qui se répondent qu'à travers la sexualité. Parce que la sexualité, c'est quelque chose pour la grande majorité des gens qui se vit avec une seule personne. Il y a certaines personnes qui vivent
leur couple dans un style polyamoureux ou polysexuel, affectif, peu importe, des couples non monogames. Mais la majorité des gens, encore aujourd'hui, sont dans des couples monogames où ils vivent en fait leur sexualité avec une personne ou par eux-mêmes. Et puis ces besoins-là, sexuels, de se sentir désiré, d'aller vivre une intimité sexuelle qui se vit uniquement à travers la sexualité, est tout à fait un besoin légitime, tout comme le besoin de vouloir être aimé dans la relation. Et l'un ou l'autre n'est pas plus ou moins important. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité entre chacun de ces besoins-là, malgré qu'on peut avoir tendance à le faire. On a tendance effectivement à considérer que nos besoins affectifs, c'est souvent plus digne, noble que des besoins qui sont sexuels. Quand en réalité, elles répondent à différentes choses, elle peut avoir une importance ou une signification différente pour chacun des partenaires. Il y a peut-être quelqu'un qui va prioriser ses besoins affectifs plus que sexuels et l'autre va peut-être prioriser davantage la sexualité plus que l'affectif. Donc, il n'est pas rare qu'on va retrouver des gens qui disent « Moi, pour me sentir aimé, désiré, apprécié, j'ai besoin de sexualité. » Puis l'autre qui va dire « J'ai besoin, moi, d'affection pour répondre à ce besoin-là relationnel de me sentir aimé. » Puis être aimé et désiré, ce sont deux choses différentes. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de se sentir désirés. Il y a certaines personnes que se sentir aimé est peut-être moins important que se sentir désiré. Puis le fait qu'on accorde plus ou moins d'importance à une de ces deux choses-là n'est pas en soi le problème. C'est est-ce que je suis capable de ne pas hiérarchiser lequel est le plus important pour les autres. Moi, je vais peut-être le prioriser différemment de mon ou ma partenaire. Mais je n'ai pas, moi, à décider qu'est-ce qui devrait être plus important pour un ou pour l'autre. Je peux le décider pour moi-même. Je peux aussi me questionner pourquoi j'accorde une certaine importance à un et pas ou peu d'importance à l'autre. Il y a peut-être quelque chose d'important là-dedans à réfléchir. Pourquoi je n'accorde pas d'importance à la sexualité? Pourquoi je n'accorde pas tant d'importance à l'affection? Puis il y a certaines personnes, effectivement, qui vont utiliser la sexualité pour compenser pour le manque d'affection ou leur incapacité de recevoir un sentiment amoureux, leur appréciation plus affective. Ils veulent répondre à leurs besoins relationnels à travers uniquement leurs besoins sexuels, pour répondre aux aspects affectifs. Il y a des gens dans l'affectivité qui veulent pas répondre à certains besoins affectifs à travers la sexualité ou n'ont pas de besoins sexuels parce qu'ils ont une éducation sexuelle ou des expériences sexuelles qui ont teinté la sexualité de façon péjorative et négative. Et ils ne voient pas le bienfait ou n'ont jamais ressenti le bienfait de la sexualité dû à cette éducation-là et ces expériences-là. Mais à la place de vouloir convaincre votre partenaire que ce n'est pas important leurs besoins sexuels ou affectifs, que ce qui est vraiment important, c'est vos besoins ou votre hiérarchisation des besoins, c'est peut-être plus pertinent de se questionner comment est-ce que je peux répondre et comment est-ce que je peux me nourrir de répondre aux besoins de l'autre qui n'est pas nécessairement le mien. De me questionner, peut-être que j'ai de la difficulté à répondre à certains de mes propres besoins sexuels et affectifs dus à mon historique familial, à la manière qu'on m'a éduqué, qu'on m'a aimé, qu'on m'a démontré comment être en relation et comment être sexuel. Comment est-ce qu'on m'a présenté la sexualité? Les différentes manières d'être affectif, les différentes manières d'être sexuel. Peut-être que je ne veux pas répondre à des besoins sexuels que je peux avoir parce que je me sens incompétent ou mal à l'aise de les exprimer, que j'ai honte de les exprimer. Tout comme je peux avoir honte d'exprimer mes besoins affectifs. Mais ces deux types de besoins-là, ce sont des besoins qui sont relationnels. Et on peut répondre à chacun d'entre eux par différentes méthodes et certains peuvent être répondus de part et d'autre dans chacune de ces sphères-là. La différence pour moi entre un besoin et un désir, parce que plusieurs de mes collègues vont nommer que la sexualité c'est un désir, c'est pas un besoin. Pour moi, un désir, c'est la manière qu'on va vouloir répondre aux besoins. Donc, je peux avoir un besoin sexuel d'être désiré, d'être reconnu comme un partenaire qui est physiquement désirable, qui a un certain sex appeal, puis que j'ai un besoin justement de partager un érotisme avec mon partenaire qui m'amène une joie. Là, comment je veux répondre à ça? C'est le désir.
Je peux peut-être avoir le désir de partager mes fantasmes. J'ai peut-être le désir qu'on se séduise sexuellement, qu'on se fasse des petits regards coquins, qu'on se dise des mots un peu plus cochons, qu'on fasse allusion à la sexualité, que je sente qu'il y a une tension sexuelle entre nous deux, qui n'est pas affective, mais qui est sexualisée. Peut-être que j'ai un désir d'une relation sexuelle avec l'autre personne, avec ou sans pénétration. Peut-être que j'ai un désir d'avoir un orgasme, de donner un orgasme, de caresser sexuellement mon partenaire pour m'exciter, de vivre les sensations agréables qui viennent avec une sexualité active où on échange en fait des comportements sexuels. Tout comme dans l'affection, je peux y répondre de différentes façons. Donc, j'ai nommé différentes façons que je peux démontrer mon affection, que je peux la recevoir. Ça, c'est le désir. Je désire être touché pour me sentir aimé par mon partenaire de façon affective. Je désire faire un cadeau parce que je veux exprimer en fait mon appréciation pour mon partenaire et j'ai pris le temps de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui allait faire plaisir à mon ou ma partenaire. Donc, pour moi, le désir est le moyen spécifique comment je veux répondre à mon besoin. Et tout comme les besoins affectifs sont présents, les besoins sexuels peuvent être présents et on peut prioriser de façon différente comment on y accorde de l'importance. C'est important de se questionner sur pourquoi je hiérarchise ou je priorise différemment pour moi, mais pourquoi aussi je veux le prioriser, le hiérarchiser différemment pour l'autre. Qu'est-ce que ça me fait vivre qu'on ait peut-être cette différence-là? Que j'ai de la misère à répondre aux désirs et aux besoins sexuels de mon partenaire. Puis l'important qu'il faut vraiment retenir, parce que c'était le propos de la personne qui avait réagi par rapport au fait que j'utilise le mot besoin, c'est que c'était souvent utilisé comme étant une forme de coercion pour répondre à des besoins sexuels. Qu'on a besoin d'avoir des relations sexuelles dans un couple et que certains partenaires, autant féminins que masculins, peuvent avoir du sexe par pitié pour répondre à ça. Si vous voulez savoir plus c'est quoi le sexe par pitié, je vous recommande d'aller voir le podcast Sexe oral, Sexe par pitié. On en parle pendant 1h45 en long et en large. Vous allez pouvoir avoir plein d'informations par rapport à ça si vous le souhaitez. Et donc, c'est important que ce n'est pas parce que j'ai un besoin que l'autre doit y répondre ou que j'utilise mon besoin comme une menace à la rupture parce qu'on n'y répond pas. Tout comme je l'ai expliqué tantôt, c'est vraiment important que quand je nomme mon besoin, la tâche que moi j'ai, c'est de nommer et d'exprimer mon besoin de façon adéquate, de façon calme, de façon saine et de façon à aller chercher la coopération de l'autre personne pour y répondre. Mais quand j'utilise la coercion, que je joue sur les insécurités de mon partenaire, que j'utilise la rupture ou l'infidélité potentiellement pour répondre à ces besoins-là ou de faire réagir l'autre, si mon seul désir, c'est juste de faire réagir l'autre, peu importe comment l'autre va se sentir, que je vais aller chercher sa coopération ou sa soumission finalement à répondre à mon besoin, il est là le problème. Il est important que mon objectif, quand j'exprime mes besoins, qu'elles soient affectifs ou sexuels ou de propreté de faire du ménage, par exemple, ou de sécurité financière ou de liberté financière de comment on dépense notre argent, par exemple, eh bien, je veux le faire parce que je viens susciter un réel sentiment intègre que l'autre veut y répondre. Pas juste par crainte de perdre l'autre. Et donc, effectivement, si j'utilise l'argument que la sexualité, c'est un besoin et on doit y répondre dans un couple, non, votre partenaire ne doit pas y répondre. Par contre, votre partenaire a aussi le choix que si vous ne voulez pas y répondre, ils peuvent choisir effectivement d'y répondre autrement dans une autre relation. Mais votre motivation d'y répondre ne devrait pas être votre insécurité. Ça devrait susciter une réflexion à pourquoi est-ce que j'ai de la misère à répondre à ce besoin-là? Qu'est-ce qui fait que, que le besoin de l'autre, qu'il soit affectif ou sexuel, j'ai une réticence, j'ai de la difficulté? Est-ce que c'est des enjeux personnels? Est-ce que c'est des enjeux dans la relation qui fait en sorte que je n'ai pas le goût de répondre aux besoins affectifs ou sexuels de l'autre personne? Il y a peut-être des choses, des freins, des irritants, du ressentiment, de l'amertume qui m'empêchent d'aller répondre à ça. Et que plutôt que de traiter de ça, ben, je vais commencer à vouloir convaincre l'autre que ce n'est pas si important que ça. Et donc, je ne vais pas aller de l'avant pour travailler ces éléments-là. Donc, posez-vous la question. Quel besoin vous avez tendance à exprimer, à mal exprimer,
à bien exprimer? Est-ce que vous prenez le temps de reconnaître quels besoins votre partenaire répond? Puis là, j'ai donné beaucoup d'exemples par rapport à l'affection, la sexualité. Mais j'ai aussi donné rapidement des exemples par rapport à la propreté, par rapport aux finances, son sentiment de sécurité, son sentiment d'avoir une certaine liberté financière, de faire des choix financiers qu'on veut faire, d'avoir des besoins sociaux. Est-ce que vous limitez votre ou votre partenaire au niveau de ces besoins-là aussi, social, financière et au niveau de la propreté? Est-ce que vous suscitez la coopération ou vous faites juste faire du nagging parce que ça fait plusieurs fois que vous le nommez, mais vous n'avez toujours pas réponse à votre besoin? Qu'est-ce que ça vous dit que votre partenaire ne répond pas à ça? Comment vous le comprenez? Est-ce que vous avez regardé différentes hypothèses de pourquoi l'autre ne répond pas? Est-ce que vous avez regardé peut-être pourquoi l'autre ne répond pas parce que c'est à cause de quelque chose que vous faites? Ou vous blâmez rapidement l'autre, que c'est sa faute s'il ne répond pas à vos besoins? Est-ce que c'est parce que vous l'avez peut-être mal exprimé? C'est peut-être parce que vous avez mal accepté que l'autre ne veuille pas y répondre et donc là, vous avez pris des attitudes désagréables qui ont encore plus ou encore moins donné le goût à l'autre personne de ne pas y répondre? Est-ce que peut-être en retour, vous ne répondez pas à certains de leurs besoins? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question quels étaient leurs besoins et est-ce que vous leur répondez? De quelle façon vous refusez aussi de répondre à certains besoins? Comment vous l'expliquez à l'autre, le refus de répondre à ces besoins-là? Ces besoins-là, elles ne sont pas, encore une fois, vitales à leur survie, mais elles sont peut-être fondamentales à leur satisfaction et à leur désir de rester ou pas dans la relation avec vous. C'est important que quand on a une attitude davantage de coopération, c'est ce qui va nous amener finalement à réellement profiter de la relation, d'accepter que certains de nos besoins sont répondus en partie, mais pas entièrement. On va accepter que notre partenaire, qu'on répond à certains besoins, mais pas entièrement à certains besoins de l'autre personne. Puis ça aussi, c'est un des éléments difficiles, de se faire redire qu'on n'est pas assez finalement pour notre partenaire. Ça, c'est un des éléments qui est le plus difficile, c'est qu'on n'aime pas en fait se sentir pas assez de quelque chose. Pas assez aimable, pas assez désirant, pas assez désirable, pas assez aimable. Puis quand on sent qu'on n'est pas assez quelque chose, bien, on tente ou on réagit généralement négativement. Mais quand on tolère qu'on a certaines limites, qu'on est différent, qu'on n'est pas entièrement compatible surtout, qu'il y a des choses qui n'accrochent pas pour toutes sortes de raisons, bien, ça fait en sorte que plutôt que de pousser encore plus et augmenter et amplifier la différence, on tolère une certaine distance, certaines choses, certaines différences qui ne sont pas là, mais on ne l'amplifie pas. Et c'est plus tolérable d'être comme ça que de vouloir avoir une vision qui est comme ça. Parce que cette vision-là, c'est ça, c'est une vision. C'est un idéal qu'aucun couple réussit à maintenir dans une période prolongée quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. À vous de décider si vous considérez que la sexualité, tout comme l'amour ou l'affection, ce sont des besoins ou des désirs. Et on se voit une prochaine fois.